Bienvenue sur Stratpol, nous sommes le jeudi 27 novembre 2025, c'est notre bulletin numéro 266 et nous sommes de retour à Moscou, voilà, après une tournée triomphale, peut-on dire, avec signature de livres à la librairie Logos que je remercie, avec une conférence, donc j'ai terminé par Aix-en-Provence après avoir fait Montpellier, Perpignan et Toulouse. Voilà, merci à tous ceux qui ont organisé ça, à mon co-conférencier André Chanclus. Voilà, vous pouvez retrouver bien sûr tous nos ouvrages sur la page auto-édition du site Stratpol. D'ailleurs, comme c'est bientôt les vacances, il va quand même falloir commencer à préparer les cadeaux de Noël pour la naissance du petit Jésus. Donc, Ukraine, pourquoi la France il y a donc Ukraine, pourquoi la France est trompée, et ensuite Ukraine, pourquoi la Russie a gagné. C'est celui-là, et bien sûr, le best-seller, le livre noir de la gauche française qui fait toujours un carton. Pensez à vous équiper et à faire le bonheur de vos amis en offrant mes deux ouvrages. N'hésitez pas également à vous abonner à notre partenaire, la revue de notre partenaire Géopolitique Profonde, le numéro du mois de novembre 2025 avec Sylvain Ferreira, l'excellent Sylvain Ferreira, Claude Janvier, que nous connaissons bien, Alain Soral, qu'on ne présente plus, Marie-Gabrielle Draghi également, Jean-Michel Vernochet, Laurent Ozon, qu'on aime également beaucoup, et puis bien sûr Franck Pengam. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Ce qui nous a plu cette semaine, eh bien, en fait, c'est un éditorial de Guillaume Bernard. Donc, c'est dans Valeurs Actuelles. Je l'ai eu le lien sur Valeurs Actuelles. Il était en libre accès parce que la plupart du temps, ces éditos ne sont pas. Donc, c'est un juriste. Et c'était intéressant puisqu'il revenait sur la question de la guerre juste en rebondissant sur la déclaration belliqueuse du général Soja Mandon, qui nous expliquait qu'il allait falloir évidemment envoyer nos enfants mourir en Ukraine. Enfin, je caricature un peu, mais c'était quasiment ça. Je vous renvoie à notre bulletin précédent. Et puis, je suis revenu sur cette question-là. D'ailleurs, sur TV Liberté, donc émission qui a été tournée lundi et qui a été publiée mardi. Voilà pour ce qui est de ce qui nous a plu. J'oubliais également, bonne nouvelle, la page Facebook de Stratpol est de nouveau sous notre contrôle. Alors nous n'avions pas été censurés simplement pour des raisons techniques, dirons-nous. Eh bien, on avait perdu le contrôle et on a pu la récupérer. Donc désormais, ceux qui préfèrent être sur Facebook, eh bien, pourront retrouver tous nos contenus. Voilà. En attendant, pour nous aider à travailler, pour qu'on puisse agrandir notre équipe, encore une fois, le but c'est évidemment de proposer de plus en plus de contenu, des choses de plus en plus qualitatives. Donc n'hésitez pas à faire encore une fois un don sur Tipeee, Patreon, Paypal, le canal Telegram payant. Alors je prie nos abonnés de m'excuser, mais effectivement je n'ai pas pu faire l'émission privée, donc la conférence privée au milieu de ce mois-ci, et j'espérais la faire mercredi, mais mon retour en Russie a été décalé de 24 heures. Donc voilà. Bref, l'émission aura lieu samedi, cette fois c'est la bonne. Je vous enverrai un lien pour que vous puissiez y participer, bien sûr, à tous nos abonnés, et qui pourront également récupérer la carte des opérations militaires que je mettrai donc sur Tipeee, Patreon et sur le canal Telegram payant. Économie maintenant, et avant tout, n'hésitez pas à aller voir en description de cette vidéo comment, avec Divergence Service, vous pouvez investir en Russie, venir ouvrir un compte et bénéficier de placements avec un niveau de rémunération qui évidemment est impossible à trouver en France. Bonne nouvelle économique à la fois pour la Russie et pour la France, c'est la déclaration de Sergueï Lavrov. Écoutons-la. Un grand nombre d'entreprises françaises continuent de travailler en Russie. J'espère ne pas dévoiler leurs secrets en disant que nous organisons de temps en temps des rencontres à leur demande. Elles veulent surtout savoir à quelles conditions elles travaillent ici. Elles en parlent au ministère russe du développement économique et au ministère russe des finances. Nous n'expulserons pas ceux qui sont restés travailler chez nous, nous ne porterons pas atteinte à leurs droits. Lors de mes rencontres avec les membres de l'Association des entreprises françaises, ceux-ci s'intéressent à la politique internationale. Ce sont des gens qui, à mon avis, se comportent honnêtement. Ils ont investi leur argent et veulent que cet argent soit rentabilisé. Ils sont donc prêts à prendre des risques politiques face à leur gouvernement russophobe. Donc ça, c'est une excellente interview. Je vous la recommande d'ailleurs dans son intégralité. Elle a été faite par le Dialogue franco-russe. On l'a mis en ligne sur notre canal Telegram. Eh bien, ça, c'est une bonne nouvelle puisque ça montre que les Russes font la différence entre les sociétés qui ont en fait, même si
certaines sont restées, eh bien elles ont cessé leur activité. Hein. Il y en a qui sont carrément partis en vendant tout pour un rouble symbolique. C'est Renault, on en a parlé, par exemple. Et puis il y en a qui sont restés sans partir, mais finalement qui ont arrêté leur activité. Et donc c'est le cas d'Air Liquide. Donc ces sociétés-là ont été mises sous tutelle. Donc celles-là, évidemment, courent un risque et non pas, ne sont pas en risque, hein, comme dirait le général Soja Mandon. En risque, ça n'existe pas en français. On court un risque. Hein. Donc ces sociétés-là courent le risque, évidemment, d'être saisies par les Russes, administrées par les Russes. Leurs actifs peuvent être saisis, surtout si eh bien, Paris vole les actifs russes, on en reparlera. Donc ça veut dire qu'en revanche, il y a une troisième catégorie de sociétés, c'est celles qui sont restées, ont continué leur activité, certaines ont même continué à se développer, donc celles-là ne risquent rien, et ça c'est vraiment une excellente nouvelle pour toutes ces sociétés. Je sais que d'ailleurs, chez les Français qui travaillent en Russie, il y en a qui essayent d'exercer une influence vis-à-vis des décisionnaires russes en leur disant ne faites pas cette erreur, ne faites pas ce que les Français, les Allemands ou les Anglais vont faire de leur côté parce que finalement, une fois que la guerre sera terminée, rapidement, les investisseurs reviendront dans le pays le plus riche d'Europe avec l'énergie la plus compétitive d'Europe. Donc il ne faut pas tout gâcher, il y en a eu qui ont le courage de rester. Il y en a qui sont partis sans doute par manque de courage, souvent les sociétés par actionnaires, hein, vous avez actionnaires qui vous mettent la pression, mais il y en a qui sont restés courageusement. Voilà, en tout cas, tout ça est une très bonne nouvelle, donc venez investir en Russie. Au contraire, vous serez particulièrement bien accueillis. Pour petite histoire, quand je suis arrivé en Russie, moi c'était donc en mars 2000, et j'ai travaillé pour Renault à l'époque, et en fait, les Russes avaient beaucoup apprécié que malgré la crise de 1998, eh bien Renault soit resté. Les Russes ne sont pas ingrats. Toutes les sociétés qui sont restées, qui ont continué à investir, tous les investisseurs ne le regretteront pas. Ça, j'en suis persuadé. Encore une fois, je l'ai vécu au début des années 2000. Stratpol a presque toujours raison. Vous vous souvenez, il y a plusieurs mois, il y a même quelques années, je vous avais parlé de la catastrophe pour les États baltes, pour les pays de la Baltique en général, de se couper du partenariat économique avec la Russie. Par exemple, quand les pays baltes ont mis des sanctions contre la Biélorussie, eh bien, tout le transit de fret venant de Biélorussie ou même venant de Russie, eh bien, a été détourné vers ces ports gigantesques que les Russes ont construits sur leur zone d'accès à la Baltique, notamment le fameux port d'Ouga, mais on a également à Vyborg, on a également Saint-Pétersbourg. Donc ça, évidemment, c'est un manque à gagner catastrophique. Et là, on apprend dans Politico que eh bien, les pays riverains de la Baltique, donc on pense particulièrement à la Finlande, hein, j'ai expliqué encore récemment, c'était dans Bloomberg, à quel point le fait d'avoir fermé la frontière avec la Russie a entraîné une catastrophe économique pour toute une partie du pays, et également toujours les trois nano-États baltes qui sont parmi les plus agressifs et qui en plus contrôlent avec Kaja Kallas, qui est donc estonienne, la diplomatie de l'Union européenne et d'ailleurs la défense avec un Lituanien dont j'ai oublié le nom, mais de toute manière ça n'a pas d'importance puisqu'il est insignifiant. Et donc ce qui est intéressant dans cet article de Politico, c'est que on voit qu'aujourd'hui les pays baltes et la Finlande sont en roue libre, en détruisant une partie, et même une partie significative de leur économie. Finalement, ils copient ce que Emmanuel Macron a fait à la France depuis la mise en place des sanctions, qui avait d'ailleurs commencé avec François Hollande. Donc toute cette destruction économique, en fait, les pays baltes s'en moquent parce qu'ils estiment qu'ils vont être compensés par l'argent de l'Union européenne, c'est-à-dire Nicolas, Helmut et Giuseppe. Donc c'est en fait dans ce mécanisme qui fait que toute cette classe dirigeante qui vient de la Pologne, qui vient des pays baltes, imagine qu'elle va pouvoir compenser ses pertes. Alors, il faut quand même relativiser, c'est que l'article de Politico dit bien que malgré tout, ce sera surtout symbolique, puisqu'en fait, il n'y a plus d'argent. Effectivement, les sanctions ont ruiné les économies européennes qui finançaient l'Union européenne. Donc c'est pour ça qu'on est finalement dans un cercle vertueux. On espère que ça va se continuer comme ça. Mais malheureusement, il n'y a aucun réalisme à attendre des populations baltes ou finlandaises. C'est vraiment regrettable pour la Finlande. Les pays baltes, bon, ils vont dans le mur depuis 30 ans. Après tout, qu'on aille jusqu'au bout, il ne représente pas grand-chose. Pour la Finlande, c'est vraiment dommage, parce que l'ancienne neutralité de ce pays vis-à-vis de la Russie eh bien, avait joué un rôle important finalement dans le rapport entre la Russie et le reste de l'Europe. Toujours dans le cadre de cette folie balte, le gouvernement lituanien a annoncé qu'il pourrait fermer la voie ferrée qui relie la Biélorussie, en fait, et l'enclave de Kaliningrad, l'enclave russe de
de Kaliningrad. On en a également de cette enclave souvent parlé. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, il y a un corridor que les Russes ont le droit d'emprunter pour aller jusqu'à Kaliningrad. Donc déjà, et en principe, c'est un accord international, donc ce corridor ne peut pas être fermé. Mais effectivement, il y a une voie ferrée qui passe à côté, mais qui ne fait pas partie du corridor de Suwałki, qui dépend effectivement du bon vouloir de la Lituanie et qui, sous prétexte des sanctions, essaie de gêner le plus possible le transit par cette voie ferrée. Et c'est à ça que veut s'attaquer la Lituanie. Encore une fois, comme je l'ai dit, finalement, le danger d'escalade, il n'est pas en mer Noire, il n'est paradoxalement pas en Ukraine, puisque là, à peu près, tout est sous contrôle, notamment le contrôle de Washington. En revanche, dans les pays baltes, entre la Pologne, les pays baltes, donc Lituanie, Estonie et Lettonie, les choses pourraient tourner très mal. Et ici aussi, c'est un casus belli, hein, évidemment, le fait de faire un blocus autour de Kaliningrad, si les choses vont dans ce sens, pourrait amener à une escalade, puisque finalement, faire la guerre à la Russie, c'est la raison d'être de cette classe dirigeante donc qui domine au sein de la Commission européenne, qui vient des pays baltes, hein, et qui a été mise en place par les réseaux néoconservateurs américains, et qui, en plus, aujourd'hui, se sont réfugiés en Europe, c'est ce que décrit très bien Laurent Ozon, après avoir été éjectés par Trump des États-Unis. Donc, encore une fois, la zone de la Baltique est une zone qu'il faut regarder avec attention parce que c'est là que ça peut dégénérer. Le plus absurde dans ce comportement de la classe dirigeante polonaise, balte, finlandaise, donc de cette obsession anti-russe et donc de l'imposition de sanctions, de 19e paquet de sanctions, hein, comme dirait d'ailleurs Scott Bessent, le secrétaire au Trésor américain, qui pourtant est pour les sanctions. On l'avait déjà cité, mais si vous en êtes au 19e paquet de sanctions, c'est que ça marche pas. Donc le problème, c'est que ceux qui sont censés payer le prix de ces sanctions, y compris donner de l'argent aux pays mendiants de l'Union européenne, hein, la Pologne et les pays baltes, la Finlande sont des pays qui reçoivent de l'argent, eh bien c'est que ces pays fournisseurs sont ruinés. La France est ruinée et l'Allemagne l'est. Alors la différence, c'est que en Allemagne, il y a un véritable parti d'opposition nationaliste, hein, qui est l'Alternative für Deutschland, et il y a eu un discours de Alice Weidel devant le Bundestag qui a été d'une limpidité. Elle a comparé effectivement l'Allemagne au Titanic, qui est en train de couler, mais qui continue, qui coule, le bateau coule normalement en fait, hein, c'est exactement ça, exactement ce que l'on observe également en France. Alors sauf qu'en France, il n'y a pas de parti réel d'opposition, donc finalement c'est un concours d'amendements absurdes pour voter le budget. On a assisté à une comédie absolument ridicule, et ce serait drôle si c'était pas notre pays malheureusement. Tout cela durera jusqu'à ce que Nicolas, Helmut et Giuseppe manifestent pour expliquer qu'ils en ont assez de payer. Politico-diplomatique maintenant, et évidemment on reparle de la proposition de paix, du fameux plan de Trump, alors qui était censé avoir 28 propositions, qui avait été retoqué par 19 propositions, et puis peut-être que l'Union européenne avait proposé son propre plan de paix, donc il y a des discussions. Les Russes attendaient toujours qu'on leur envoie ce plan, et finalement on a le fin mot de l'histoire grâce à Vladimir Poutine qui, puisque en ce moment, on va en reparler, il est au Kyrgyzstan, eh bien, il a fait une déclaration en expliquant qu'il n'y a jamais eu de plan, ni de proposition de traité. Pour l'instant, ce sont des thèmes qui ont été abordés, notamment à Anchorage, et qui sont en train d'être discutés, que certains thèmes, d'ailleurs, doivent être reformulés, puisque, eh bien, ils ne correspondent pas à un langage diplomatique. La question également se pose, qui a l'autorité pour signer l'accord, s'il y en a un du côté ukrainien? Zelensky ne l'a pas, c'est la constitution ukrainienne. La Rada, finalement, pourrait prendre cette décision, et surtout, il faudrait refaire des élections, puisque, encore une fois, Zelensky, nous ne l'appelons plus président, mais chef du régime de Kiev. L'accord de paix final, quand il aura lieu, évidemment, passera par un référendum, ce qui le légitimera, et comme j'ai dit sur TV Liberté, aujourd'hui, vous faites voter n'importe quel référendum pour mettre fin à la guerre, toute l'Ukraine votera pour. Même à l'ouest de l'Ukraine, ils n'en peuvent plus. Le pays ne tient que parce que c'est une dictature, et une dictature avec une répression d'une violence, c'est pire que les gilets jaunes, largement. Voilà donc à peu près où on en est. Donc finalement, ce dont on s'aperçoit après 15 jours de discussion, hein, de spéculation dans les médias anglo-saxons d'abord, et ensuite par imitation dans les médias de grand chemin français, c'est qu'en fait, il n'a jamais vraiment été question d'un traité, mais plutôt d'un cessez-le-feu. Et là, on en revient à ce que Vladimir Poutine a dit au moment où Donald Trump a voulu commencer à négocier, c'est-à-dire que d'accord pour un cessez-le-feu, mais d'abord, l'armée otano-kievienne doit se retirer des territoires russes, des nouveaux territoires russes de 2022. C'est-à-dire
partir de ce qui reste du Donbass, qui de toute manière va tomber, je pense, dans les mois qui viennent, partir de ce qui reste de Zaporozhye, et là aussi d'ailleurs ça pourra aller très vite, mais surtout évidemment ce sera le plus dur, partir de la rive droite du Dniepr et notamment de la ville de Kherson. Donc là évidemment ce sera plus compliqué. Évidemment que si Zelensky donne cet ordre, sa carrière est terminée. Je crois que de toute manière sa carrière est terminée. C'est d'ailleurs pour ça que l'administration américaine a lâché les chiens du Naboo sur les affaires de corruption monstrueuses dont on a déjà parlé du côté du régime de Zelensky. Donc voilà où on en est aujourd'hui. En fait, je pense que réellement c'est de ça dont il est question et c'est pas impossible que ça arrive. Encore une fois, parce que sur une bonne partie, le Donbass, Zaporozhye, les Russes peuvent très bien faire la différence eux-mêmes. En plus, pendant ce temps-là, ils prennent d'autres territoires dans la région de Kharkov, dans la région de Dnepropetrovsk. Donc ça aussi, ça pourrait en plus peser dans l'accord final. Et en revanche, voilà, pour moi, la grande question, c'est la rive droite du Dniepr et la ville de Kherson. Là-dessus, évidemment, si les Russes sont intransigeants sur cette question-là, il n'y aura pas de cessez-le-feu. Et les Russes vont commencer à avancer. Ce qui est, à mon avis, la volonté d'une bonne partie de l'élite russe, et même une large majorité de Russes, c'est de dire maintenant qu'on y est, maintenant que le front est en train de craqueler de toutes parts, on y va, on avance. Voilà un peu les constatations qu'on peut faire après 15 jours d'agitation autour des propositions de Donald Trump qui sont, encore une fois, c'est une chance à saisir pour les Européens. Plus ils attendent, plus la note sera salée et la note territoriale pourrait même finir par la perte d'Odessa et de Nikolaïev. Quelques mots sur le sommet du G20 qui s'est tenu en Afrique du Sud, donc qui était boycotté par Donald Trump, par l'administration américaine. Aucun représentant n'a été envoyé puisque Donald Trump critique la politique intérieure, notamment contre les fermiers blancs menée par le gouvernement sud-africain. Mais au-delà de ça, donc, il y a eu une déclaration d'Emmanuel Macron qui, lui, évidemment, étant donné les succès qu'il rencontre à l'intérieur du pays français, eh bien, préfère faire des voyages à l'étranger. Et il a mis en doute la validité de ce format. Mais en fait, le G20 est un format comme un autre, dont l'objet n'est pas de prendre des décisions, même si à la fin il y a des communiqués, mais plutôt de discuter pour essayer d'organiser en fait le monde multipolaire. Et je pense que d'ailleurs c'est surtout ça qui ne plaît pas à Donald Trump, au-delà du prétexte des fermiers blancs, c'est que finalement il y a un aspect égalitaire au sein des acteurs qui ne lui plaît pas. Et bon, donc, quand on remarque d'Emmanuel Macron sur le fait que ce format ne fonctionne pas, il a fait pareil avec l'OTAN au moment de la Syrie, et donc c'est toujours la même chose. Il essaie d'exister en faisant des déclarations péremptoires, mais en fait la réalité c'est qu'Emmanuel Macron est un objet de moquerie de toutes les chancelleries internationales. Voilà, la France en est réduit à ça, et cette présence à l'international d'ailleurs n'a pas plus d'effet à l'intérieur du pays où tout le monde en a qu'une seule envie en France, c'est qu'ils partent. Donc échec relatif du G20 en Afrique du Sud. En revanche, belle réussite de la réunion de l'Organisation de sécurité collective. Je rappelle ce que c'est, ce qu'on appelle l'ODKB en russe. C'est une organisation qui regroupe certaines des républiques du RSS, essentiellement les républiques d'Asie centrale. Donc c'est pour ça que la réunion avait lieu d'ailleurs à Bishkek, donc en Kyrgyzstan, et où Vladimir Poutine d'ailleurs a été reçu avec tous les honneurs. Et ça c'est intéressant puisqu'on remet ça dans le contexte, on en avait déjà parlé, où Donald Trump avait invité les chefs d'État d'Asie centrale à se rendre aux États-Unis, et les avait reçus d'ailleurs avec beaucoup de courtoisie, bien plus courtoisement qu'il reçoit Macron, Merz ou Starmer. Et juste après, j'avais analysé ça comme un échec de Donald Trump, c'est que juste après, il y avait eu cette rencontre entre le président Tokayev et Vladimir Poutine avec la signature d'un partenariat stratégique entre les deux pays. Et on s'aperçoit que ce succès avec le Kazakhstan se reproduit en Ouzbékistan, en Kyrgyzstan, au Tadjikistan, au Turkménistan, où la Russie a réellement retrouvé sa place. Ça date pas d'hier, encore une fois, c'est un effort qui a duré plusieurs années. Et je pense que d'ailleurs la victoire désormais inéluctable de la Russie en Ukraine contre la coalition occidentale a joué énormément pour son image dans ces pays-là. Et donc dans le cadre de cette rencontre, Vladimir Poutine a proposé un réarmement collectif de l'Asie centrale avec évidemment des armes russes. Donc ça aussi, c'est un moyen d'influence tout à fait significatif. Voilà. Donc un sans faute de Vladimir Poutine en Asie centrale, et avec plus particulièrement, puisque c'était à Bishkek que ça se déroulait, un rapprochement entre le Kyrgyzstan et la Russie. Terrorisme maintenant, et c'est en France que ça se passe, puisqu'on a assisté
à l'arrestation des fondateurs de SOS Donbass. Donc il s'agit de Anna Novikova et de Vincent Perfetti. Vincent Perfetti, je l'avais rencontré une fois, quelqu'un de très sympathique, très engagé, très sincère, très concerné par ce qui se passe dans le Donbass. Alors il faut bien préciser, c'est pas eux les terroristes. Les terroristes, c'est l'État français, hein, comme au moment de la terreur révolutionnaire, c'est-à-dire qu'en fait la France n'est plus un État de droit, ça on le sait. On a en plus un État qui sous-traite maintenant la répression aux plateformes, hein, comme YouTube, c'est ce que nous subissons, aux banques qui ferment vos comptes, aux serveurs qui contrôlent votre QR code, aux patrons de resto. Donc jusque-là, ils essayaient de faire ça assez subtilement, encore une fois en sous-traitant. Mais là, vraisemblablement, comme je l'avais d'ailleurs annoncé, étant donné le tour que prennent les événements en Ukraine, là, la répression va devenir beaucoup plus sauvage, y compris avec des fausses accusations, comme si les services secrets russes allaient organiser un réseau d'espionnage avec des gens qui sont ouvertement pro-russes et qui ont une organisation pour soutenir les gens dans le Donbass. C'est complètement absurde. Le but, évidemment, c'est de faire peur aux opposants politiques qui abordent des sujets dont le gouvernement français, dont la classe dirigeante française ne veut pas qu'ils soient abordés. En tout cas, je peux vous dire que pour Stratpol, ça ne marchera pas. Et puis, si vous voulez tout comprendre à ce qui est en train de se passer, ben voilà, toujours hein, le livre noir de la gauche française, le chapitre « La gauche française et la répression ». Vous allez voir que depuis les massacres de septembre, finalement, l'approche de l'état de droit par la gauche française est toujours la même. Empire du mensonge maintenant, et tout de suite, le moment bunker. Das war ein Befehl! Alors cette semaine, on a un double moment bunker. Le premier moment bunker, c'est Emmanuel Macron qui nous fait la totale, écoutons-le. Agir, c'est-à-dire que la Russie aujourd'hui, elle met plus d'un tiers de son budget, plus d'un tiers, en matière de défense. Donc elle ne construit plus d'écoles, elle ne construit plus d'hôpitaux, elle ne construit plus de politique publique. Elle n'a pas de politique sociale, aucune. Elle est très loin de tous les débats qu'on a. Le service national va débuter à l'été 2026 et nous augmenterons progressivement les effectifs. 3000 jeunes seront choisis pour effectuer le service national à l'été 2026 et les promotions augmenteront progressivement pour atteindre 10 000 jeunes incorporés en 2030. L'ambition que je porte pour la France est d'atteindre 50 000 jeunes en 2035. Ceci sera à adapter en fonction de l'évolution de la menace. Donc déjà, sur les écoles et les hôpitaux, c'est faux. Quand on regarde les statistiques officielles, il y a depuis 2022 1677 écoles qui ont ouvert et 270 nouveaux hôpitaux qui ont été ouverts également. Et ça, de mon expérience personnelle, je peux dire qu'en plus, les Russes construisent des hôpitaux, des maternités, des écoles dans les nouveaux territoires, les territoires qui ont été libérés, et d'une qualité que bien sûr, ces régions qui appartenaient à l'Ukraine corrompue pendant 30 ans n'ont pas connu. Et notamment, je me souviens très bien qu'à Volnovakha, où j'étais avec mes amis Nicolas Mirkovitch et Fabrice Sorlin, l'année qui a suivi la libération, je rappelle, Volnovakha a été prise très rapidement, ce qui a permis d'isoler Mariupol à 80 km de la ligne de front. Et Volnovakha a été rasé. Quand on y est retourné, eh bien, il y avait 3 bâtiments. Donc, le MFC, c'est le Mnogofunktionalitetcentr, c'est pour toutes les démarches administratives, la polyclinique et la maternité, Roddom. Ça, c'était vraiment c'est le triptyque russe et généralement l'école suit peu de temps après. Donc c'est faux sur le territoire russe d'avant 2022 et c'est faux sur les nouveaux territoires. Donc soit il ment, soit il est désinformé, sans doute un peu des deux. Alors et en ce qui concerne le service national volontaire, je vois pas comment ça peut avoir de l'intérêt parce qu'on parle tantôt d'un tirage au sort, tantôt volontaire. Si c'est volontaire, si quelqu'un veut aller à l'armée, pourquoi est-ce qu'il aille y faire son service militaire au lieu de s'engager et d'être payé en conséquence? Donc une fois de plus, c'est le discours pseudo-guerrier qui est tenu par Soja Mandon ou par Soja Macron et qui essaye simplement de nous faire croire que nous sommes en guerre. La France est en guerre contre le macronisme, contre le gauchisme. Voilà, c'est ça, ce sont nos véritables ennemis et c'est sûrement pas évidemment la Russie. Et donc cette histoire de service militaire, mais ça va encore être un énorme fiasco. En plus, on n'a pas les infrastructures et c'est une perte de temps. Soit on refait le service militaire, ce qui a du sens,
et c'est obligatoire pour tout le monde. Et dans ce cas, on passe à un nouveau format d'armée, mais ça va mettre des années pour se mettre en place. Il faut être sérieux. Soit on continue avec une armée de métier. Pourquoi pas développer petit à petit une réserve sérieuse avec une véritable réserve sur le format suisse. Oui, ça pourrait être quelque chose d'efficace. En attendant, tout ça, c'est du baratin. C'est ce que les Russes appellent macronite, c'est-à-dire parler pour ne rien dire, appeler au téléphone pour ne rien dire. Voilà, pour finir sur ce sujet de la Russie qui n'a plus les moyens de développer quoi que ce soit, eh bien, ces belles images du Soyouz MS-28 qui vient d'envoyer 3 astronautes rejoindre la station spatiale. Et oui, voilà, c'est terrible pour les gauchistes européens, mais sans la Russie et sans Elon Musk, eh bien, il n'y aurait plus d'astronautes dans la station spatiale internationale. Je vous avais dit qu'il y avait un deuxième moment bunker, et cette fois, c'est Kaja Kallas, donc l'inénarrable équivalent ministre des Affaires étrangères de la Commission européenne, qui a fait une déclaration, écoutons-la. Exactly that in order, if we want to prevent this war to continue, then actually we should curb the army of Russia and also their military budget. Donc là aussi on se pose la question, quelle est la part du mensonge, de la désinformation et de la bêtise sur Kaja Kallas? Je crois qu'on peut quand même largement miser sur la bêtise. Comment une coalition qui a perdu la guerre peut imposer des réparations à un pays qui l'a gagné, c'est-à-dire la Russie, et exiger de lui qu'il baisse son budget militaire et son armée. Et donc tout cela, d'ailleurs, nuit à la diplomatie européenne. Alors, c'était intéressant, c'est que j'ai vu que l'ancien ambassadeur de France aux États-Unis, Haro, là, sur LCI, disait quand même que là, il fallait arrêter de raconter n'importe quoi, que c'était pas sérieux. Et tout le monde est de plus en plus fatigué par cette classe dirigeante issue des pays baltes au sein de l'Union européenne dont je parlais au début de ce bulletin. Et on va arriver à un moment où si Berlin, Paris et Rome veulent que la diplomatie de l'Union européenne soit prise au sérieux, il va falloir qu'ils virent tous ces Baltes. C'est pas possible. Et les Polonais aussi, tant qu'à faire, parce que voilà le genre de déclaration auquel on peut assister. Et nous revoilà sur la carte des opérations militaires. On a eu des frappes dans la profondeur de l'OTAN vers le territoire russe, mais rien de vraiment significatif. Et puis, bien, des frappes russes sur la profondeur du territoire ukrainien qui continuent à provoquer la destruction, en fait, du système énergétique ukrainien. Mais le plus intéressant, évidemment, c'est ce qui se passe sur la ligne de front. Et on va commencer cette fois par le sud. Donc, les Russes avancent sur le front du côté de Zaporozhye. Ici, l'encerclement et la prise de Stepnogorsk est quasiment achevé. Les derniers défenseurs otano-kieviens se trouvent encerclés. Les Russes avancent également du côté de Orehovo, d'où est partie la contre-offensive ratée de l'été 2023, souvenez-vous. Donc après la prise complète de Mala-Tokmachka, à cet endroit-là, eh bien, les Russes ont quasiment terminé la libération de Novodanilovka à cet endroit-là. Et donc les combats à l'intérieur de Orehovo devraient commencer prochainement. Du côté de front est vers la région de Zaporozhye, donc les Russes avancent direction sud-nord, mais également est-ouest. Donc comme on le voit, la progression est significative encore cette semaine, puisque les Russes ont continué à libérer les localités Vysoko ici, Zelenegai à cet endroit-là, Vesele ici, Zatychea ici, et ça leur a permis de commencer les assauts sur Gouliapol, donc dans différentes directions. Je rappelle dans ma carte, quand je mets comme ça des cônes assez aigus, ça veut dire qu'en fait ce sont des attaques ou des infiltrations. Ça ne veut pas dire forcément que ces zones-là sont contrôlées. Plus au sud de cette ligne de front qui fait à peu près 25 km, eh bien les Russes aussi ont avancé, puisqu'ils ont libéré les localités de Novo-Zaporozhye ici, Radosny ici. Le but, évidemment, c'est de franchir ce cours d'eau ici, qui est l'ultime ligne de défense des troupes otano-kieviennes. Donc là, ça avance bien. Plus au nord aussi, également, ça avance bien. Les Russes se sont emparés de la localité de Vidradno. La localité de Tikhoe, ici, est également tombée entre les mains des Russes. Les Russes continuent leur pression également du côté de Novopavlovka, mais la ville n'est pas encore complètement libérée. Les Russes finissent le nettoyage de Pakrovsk et également de Mirnograd. Donc là, je ne vais pas faire après quartier par quartier, puisqu'on a affaire à un chaudron fermé et ça marmite. Et au fur et à mesure, les otano-kieviens sont soit détruits, soit se rendent, ce qui est évidemment la meilleure des solutions. Donc là, j'ai mis un peu plus précisément la carte à jour par rapport aux données
fourni par Yuri Podolaka. Dans cette zone-là, on ne repère plus d'unité de reconnaissance russe, donc j'ai décalé la ligne de front vers l'est. Quoi que racontent les Otanokieviens, Rodinskoye est entre les mains des Russes qui sont en train de finir le nettoyage, ainsi que Souretskoye et Nikonorovka. À cet endroit-là, les Russes se préparaient à lancer une offensive plus à l'ouest avec l'intention de s'emparer de Dobropila. Ce qu'on peut dire, c'est que la contre-offensive otano-kievienne a complètement échoué dans la zone, avec cependant une nuance, c'est-à-dire que même si les Russes qui s'étaient avancés très au nord jusqu'à cet endroit-là, au mois d'août, sans doute surpris eux-mêmes par cette avancée, ont dû se replier vers le sud tout en continuant à avancer malgré tout. Et notamment, la localité de Charkovo est tombée. Donc toutes les contre-offensives otano-kieviennes qui ont coûté très cher n'ont servi à rien. Cette localité-là est tombée. Les Russes sont entrés dans Sofievka à cet endroit-là et on peut s'attendre à ce qu'ils reprennent donc une offensive, je viens de le dire, vers Dobropila, mais également vers le nord, dans l'idée d'encercler l'ultime bastion de Sloviansk et Kramatorsk par l'ouest. Du côté de Konstantinovka, les Russes ont totalement libéré la localité d'Ivanopol, ce qui va leur permettre d'avancer sans contrainte sur leurs arrières à l'intérieur de Konstantinovka. Plus au nord encore, autour de Seversk, les choses sont en train de bouger. Les Russes ont complètement nettoyé Vasyukovka à cet endroit-là et se sont emparés de cette localité ici, Pazeno. Les Russes ont complètement libéré la localité de Zvanovka, donc au sud de la forteresse de Seversk, et sont largement rentrés à l'intérieur de Seversk. Ils combattent désormais au niveau du centre-ville. Les Russes ont également amélioré leur position entre Seversk et Liman. La ville de Yampol a été annoncée prise, mais pas encore par le ministère de la Défense, donc je laisse encore la petite punaise. Mais comme on le voit, les Russes se rapprochent de plus en plus de la rivière Donetsk. L'assaut sur Krasny Liman continue. Les Russes ont pris la localité de Savko à cet endroit-là, même si le nettoyage n'est pas totalement terminé. Les Russes continuent à progresser vers l'ouest en direction de la rivière Oskol. Plus au nord, donc, le ministère de la Défense a annoncé la prise de Kupiansk, même si là aussi, il faut continuer à nettoyer. Et Yuri Podolaka fait preuve quand même d'un certain scepticisme en disant que les capacités de contre-attaque du général ukrainien Drapaté ne sont pas complètement terminées. Voilà à quoi correspond à peu près le territoire à l'est de la rivière Oskol que contrôlent les Russes par rapport à ma carte précédente. Plus au nord, les Russes ont nettoyé ces deux localités-là et sont en train de donner l'assaut à Vilcha, à cet endroit-là. Voilà, j'enlève la ligne de front de la semaine dernière. Voilà où nous en sommes le jeudi 27 novembre 2025. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous soutenir en faisant un don, mais aussi en tout cas, et ça c'est gratuit, inscrivez-vous sur tous nos réseaux sociaux, Telegram, X, désormais Facebook, VK, donc qui est le Facebook russe. Voilà, tout ça c'est à votre disposition. Prenez des cours de russe pour venir nous rendre visite et pour vous ouvrir à la culture russe avec notre partenaire Logios. En tout cas, comme vous le voyez sur la ligne de front, la progression russe s'accélère, les choses vont remarquablement bien. Sur la scène diplomatique, Vladimir Poutine est maître du jeu. Donc tenez bon, courage, on les aura.